facts, big old facts. Big old rain, big old change. We do it big, 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 big. We do it big, big, big. Big old facts, big old facts. Big old facts, big old facts. Hey, big old rain, big old change. We do it big, 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 big. We do it big, big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays. Gavino avec mon bon ami Jeremy Filosa, diffusé sur la télé de Rogers. Comment ça va mon bon ami Philo? Écoute, les Blue Jays commencent à jouer comme notre thème d'ouverture. Oui. Big old hits, big old catch, big old strikeout, big old home run. Incroyable, incroyable. Quel moment nous vivons, Gavino, avec les Blue Jays. Incroyable. Wow! Toute une semaine au bureau pour pas nos Blue Jays. Parce que quand ils vont bien, c'est nos Blue Jays. Écoute, ils jouent du baseball inspiré depuis belle lurette. J'ai des statistiques qui le prouvent. 13-3 à leurs 16 derniers matchs, 12-2 à leurs 14 derniers matchs. Cette équipe-là trouve toujours une façon de se démarquer, d'aller chercher une victoire, peu importe s'il tire de l'arrière ou non. Philo, c'est du très bon baseball que nos Blue Jays, présentement, nous offrent. Ouais, t'as raison de le mentionner. Écoute, tout ce qui le touche sourit à l'équipe présentement. La seule chose, c'est les départs de Bowden Francis. Mais pour le reste, tout se transforme en or. Tu sais, on marque dans une manche 4 points. Et par curiosité, en 9e, l'autre équipe en marque 3 et on se sauve avec la victoire par un point. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est arrivé à plusieurs reprises dans cette séquence-là. Mais tu sais, quand tu regardes puis tu te dis que dans les 7 derniers départs du bullpen, le fameux bullpen day, où on donne un départ à un ou à un autre, le plus récemment, c'est plus souvent à Eric Lauer qu'aux autres. 6 victoires, 1 défaite, Gavino. Non, le Bullpen Day, c'est rendu ma journée préférée dans la semaine. Parce que c'est une boîte à surprise. On ne sait pas qui va lancer. Les lanceurs vont être fatigués. Puis plus souvent qu'autrement, les Blue Jays gagnent ce match-là. C'est le monde à l'envers présentement. Puis ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Un 5e partant qui s'appelle The Bullpen Day. Un mélange, un ramassis de lanceurs. Mais je te dirais qu'après sa performance dans le 3e match face aux Cards, je pense qu'Eric Lauer est en train de s'acheter une place dans la rotation. Écoute, il est allé d'une performance de 4 hier. Alors, je serais pas surpris là, que dans 5 jours, on le retrouve au monticule encore une fois. Là. Les 5 dernières séries des Jays, OK? T'as gagné contre les Rangers du Texas. T'as balayé une série de 4 matchs ensuite contre les A's de on sait pas qui. Victoire 2-3 contre les Phillies. 2-3, tu t'en vas au Minnesota. C'est jamais facile là-bas. Tu gagnes et là, tu balais les Cards de Saint-Louis, une autre équipe qui jouait à haute 500. Là. Je veux dire, c'est ça présentement le bon baseball. Et tout le monde met l'épaule à la roue. Une statistique qui est très importante dans quelques instants, mais on va regarder Jonathan Clase frapper un circuit très important cette semaine contre les Cards de Saint-Louis. On se souvient, là, José Berrios, fumant, 6 manches et 2 tiers. Viens t'asseoir, on a une avance confortable. La relève, bousille l'avance. Les Jays sont en arrière et là, tout d'un coup, Jonathan Clase, pas Santander, pas Vlad, s'en vient au bâton. On regarde. Fly ball, high and deep. Right center field, it's gone! Well, if they're evaluating that at bat, Mr. Joseph, they like what they see. Jonathan Clase has tied the game. Loin au champ centre, le 9e frappeur qui crée l'égalité contre le pompier l'autre côté. Non, mais ça, je te dis, à chaque jour, il y a un héros différent avec les Jays. Ben, écoute, puis en plus, on a eu des circuits opportuns en fin de match à plusieurs reprises, que ce soit Alejandro Kirk, Clase, Bichette, Clement. Barger également la semaine dernière. Oui, absolument. Donc, ça fait toute la différence de voir tout le monde mettre l'épaule à la roue. Mais notre deuxième sujet, c'est on joue le bon baseball, du baseball de la bonne façon. Faut que je te parle de la 4e manche du 3e match contre les Cards de Saint-Louis. À ce moment-là, c'est l'égalité 2-2.
On est en 4e manche. C'est le bas de l'alignement qui s'amène au bâton. Regarde comment ça s'est produit. Myles Straw dépose un amorti pour un coup sûr. Oui. Okay? Il remarque que la défensive devant lui n'est pas bien positionnée. Il en profite avec un amorti. Il va chercher un coup sûr. Classé, but sur balle. On se retrouve avec des coureurs au premier et au deuxième. Heinemann dépose l'amorti et s'en cache pas, là. Il sort le bâton. Toute la défensive sait que Heinemann va déposer l'amorti. Il réussit quand même à compléter son amorti. Il fait avancer les deux coureurs. Beau Bichette suit avec un ballon sacrifice. Straw vient marquer. Classé avance au 3e. Guerrero poursuit avec un coup sûr et un point produit. Classé vient marquer. Il vole le 2e. Et ensuite de ça, Kirk est retiré sur 3 prises. Mais les Blue Jays marquent 2 points. 2 points qui vont être très importants et qui vont permettre à l'équipe d'aller gagner des matchs. Moi, Gavino, quand je vois ça, je peux pas faire autrement que de tomber en amour avec ça parce que c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Tu ne demandes pas au bout de ton alignement, « Hey les gars, lancez-vous comme vous voulez, puis on verra ce qui va se passer. » Non! Il faut avoir un plan de match, on l'exécute à la perfection et on en tire des profits. Des retraits productifs, c'est ça que tu parles présentement. Puis tu l'as dit, le bas de l'alignement nous fait mentir semaine après semaine. On dit, regarde, ça va arrêter. Là. Bon, Myles Straw va frapper un mur. Tyler Heinemann va frapper un mur. Mais non, ces gars-là continuent à faire le travail, va aller chercher des coups sûrs opportuns. Comme j'ai mentionné tantôt, Jonathan Classé, un gros coup de circuit. On regarde le classement présentement au chapitre du meilleur deuxième. Les Jays sont premiers. On se souvient la semaine dernière était 3e. Là, maintenant, ils ont une avance de 2 matchs sur leurs rivaux dans cette course-là. Les Twins sont à 0.5 matchs et les Rays également. Donc, ces 3 équipes-là feraient les séries si ça commençait aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup de baseball. Actuellement, les Jays ont environ 65% des chances de faire les séries, mais il reste environ 94-95 matchs à la saison. On va se calmer. Regardez les statistiques combinées des Jays. 14e au niveau des points dans les majeurs, 2,96. La moyenne de points mérités, 19e, 4,06. 16e au chapitre des coups de circuit, ça s'est amélioré de ce côté-là, 70. Et c'est surtout la moyenne collective au bâton, 256. Au 5e rang des majeurs. Et il y a des joueurs qui nous font mentir, là. Tout de suite, on va enchaîner avec un circuit très important, encore une fois, de Ernesto Clemente, plus tôt cette semaine. On regarde. Oh! This one is drilled. Ernie Clement hits it out. He lines it to left for his 4th home run of the season. He's 3 for 3 today, including a homer. It is 5-2. Depuis le 8 mai dernier, les Jays ont la meilleure fiche dans les majeurs. 22 victoires, 10 défaites. Ernie Clement, attache ta tuque, Philo, frappe pour 322. C'est pas moi qui avais prédit ça au camp d'entraînement. Ernie Clement me dit, s'il joue plus que 3 jours par semaine, on est dans le trouble. Là, présentement, il bouche les trous, donne des congés à tout le monde. 322. Héros obscur, numéro 1. Présentement chez les Jays. Moi, je l'adore. Vraiment, on s'était posé la question il y a une couple de semaines, où va jouer Clement lorsque Jimenez va revenir? Comme tu viens de le mentionner, présentement, c'est l'homme à tout faire. Un soir, il est au premier, un soir, il est au deuxième, un soir, il est à la réco, un soir, il est au troisième. On donne des journées de congé aux autres ou on leur donne une possibilité de jouer comme frappeur désigné. Je ne sais pas pendant combien de temps on peut lui faire le tour de l'avant-champ comme ça. Mais c'est un luxe présentement. Puis je peux te dire une affaire, John Schneider, ça ne tente pas de sortir Clement de son alignement au moment où on se parle. C'est un des joueurs les plus productifs. Je pense qu'on a le tableau pour ce qui est du WAR, le Win Above Replacement. Alors, on peut regarder le tableau ici. Cette statistique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est en moyenne le nombre de matchs de plus que les Blue Jays ont gagné grâce à ces joueurs-là. Et bon, Alejandro Kirk se démarque vraiment. 2 victoires et demie à son crédit, à lui. Et ça, c'est une statistique là, d'avant le match de mercredi. Donc, ça a probablement évolué depuis ce temps-là. Ernie Clement est 2e à 1,6 matchs. Barger, 1,5. Alors, écoute, là, tu parlais de la production de Clement tantôt.
et de sa versatilité à l'avant-champ. Ce qu'il permet à John Schneider de faire, c'est extraordinaire. Puis défensivement, il n'est pas mauvais non plus. Écoute, il frappe pour 40 points au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Hey. C'est un luxe, là. C'est un luxe. Pour ceux qui sont pas familiers avec le WAR, le Win Above Replacement, bon, j'ai regardé, là, la définition, c'est une statistique avancée qui vise à mesurer la valeur d'un joueur en termes de victoire qu'il apporte à son équipe par rapport à ce qu'un joueur de remplacement pourrait faire. Bref, ça veut dire que, en gros, là, 2 victoires sont responsables pour Alejandro Kirk. S'il n'avait pas été là, les Blue Jays n'auraient pas gagné. C'est ce que je pense là, que ça veut dire, cette statistique-là, selon moi. En tout cas, Philo, je sais, on t'a perdu pour quelques instants. T'es de retour. Donc, je disais que, bon, le win above replacement, si ces joueurs n'avaient pas été là, les Blue Jays n'auraient pas gagné ces 2 matchs-là. C'est ce que je comprends de cette statistique-là. C'est ça? Exactement. En fait, ça veut dire que si on avait, par exemple, un receveur moyen du baseball majeur, les Blue Jays auraient présentement 2 victoires et demie de moins. Donc, si on additionne les performances de Clement et de Alejandro Kirk, ben, c'est 4 victoires de plus chez les Blue Jays à cause des performances au-dessus de la moyenne de ces 2 joueurs-là. Je ne sais pas exactement comment ils font avec Clement parce que normalement, on compare avec les autres joueurs de leur position, mais Clement, il joue à toutes les positions. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font, écoute, mais c'est ça la réalité. On a parlé de Kirk depuis 2-3 semaines. On dit, garde, où est-ce que ça va s'arrêter? C'est sûr qu'on se disait, bon, quand ça continuera pas comme ça, il va frapper un mur à un moment donné, il va y avoir une séquence de 0 en 15, 0 en 20. Ça arrive, mais non! Kirk continue à frapper et même frapper la longue balle. On regarde. This is a well-hit ball, right center field. And it is gone! Well, he squared up that one. His second home run in as many nights, his 6th hit in the last 2 games, and his remarkable production continues. It's his 5th homer of the season, 104 off the bat. He's just playing video games right now. This is not normal. Même l'analyste dit c'est pas normal. Alejandro Kirk, OK? Je pense 5e meilleure moyenne des majeurs avec 320 à 325 derrière les Aaron Judge de ce monde. C'est pas normal. Il frappe depuis le 8 mai dernier, depuis cette séquence-là, il frappe pour 391, Philo. C'est un joueur qui joue 5-6 jours par semaine. Journée de congé ici, il est là pour Tyler Hanneman. 391. C'est pas normal. Il a juste 26 ans, là. On pense qu'il a 32, 33, 34 parce qu'il y a des gros os. Non. Il a seulement 26 ans, Alejandro Kirk. Écoute, moi, je vois ça un petit peu comme la séquence de Springer en début de saison. Tu sais, Springer frappait 350. Ça a duré à peu près 1 mois et demi. Puis après ça, ça a redescendu, quoique Springer connaît un très de très bonne première moitié de saison. Mais à un moment donné, tu retombes sur terre. Tu sais, je veux dire, tu viens de le mentionner, le gars frappait pour 233 au mois d'avril. Et là, de monter ça à 325, c'est ça, il frappe pour pratiquement 400. Je veux dire, on va se le dire, là, c'est pas humain, c'est pas normal. Même Aaron Judge frappe pas comme ça. Alors, éventuellement, oui, il va revenir sur terre, mais entre-temps, on en profite. Moi, ce que je voulais dire, puis je sais qu'on a une question du public là, par rapport à Alejandro Kirk, on va y arriver dans quelques instants, mais souviens-toi ce que je disais il y a à peu près 3 semaines quand les Blue Jays avaient des difficultés à la plaque. J'ai dit, regarde vers tes joueurs les plus hauts. Laisse Bichette et Guerrero 1 et 2. Regarde vers tes joueurs les plus hauts et place-les au cœur de l'alignement. Et c'est exactement ça qu'il est en train de faire présentement John Schneider. Kirk est hot, ah ouais mon chum, vas-y. Barger, t'es hot, ah ouais, vas-y. Clement, t'es hot, ah ouais, vas-y dans le cœur de l'alignement. Et ces gars-là produisent. Alors, à part Bichette et Guerrero, t'as pas vraiment de valeur sûre. Alors, vas-y avec les joueurs qui t'en donnent le plus. Puis les gars dans le bas de l'alignement, Gavino, sont heureux, sont juste contents d'être là. Tu leur demandes un amorti, pas de problème. Tu leur demandes de voler un but, pas de problème. Ils sont juste contents d'être là. Ils vont tout faire ce que tu vas leur demander. Et tu vas aller maximiser tes possibilités de marquer plus de points. Justement, on a une question d'un auditeur, on ne l'a pas à l'écran, mais il y a Danny Veilleux qui nous posait comme question, qui lui, dans le fond, c'est plus un commentaire. Il disait, moi, là, je continue à prendre Gabriel Moreno avant Alejandro Kirk. Même si Kirk est en feu depuis le début de la saison, ça, c'est son commentaire.
Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moreno, il a quand même des bons chiffres cette année. 5 coups de circuit, 20 points produits, une moyenne collective de 277. Mais Kirk, je veux dire, présentement, on ne peut pas l'enlever de là. Et Non. il est en train de se magasiner là, un billet pour le match des étoiles un peu plus tard cet été. Là. Écoute, j'aurais quand même conservé Moreno pour la simple et unique raison que, bon, premièrement, physiquement, c'est un joueur différent. Tu sais, combien de temps Kirk va pouvoir continuer d'être performant avec sa forme physique à lui? Peut-être que ça va durer encore un petit bout de temps, mais peut-être que non aussi. Faut pas oublier que présentement, on s'emballe avec Kirk, ça va très, 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 très bien. Mais comme j'ai dit, éventuellement, il va revenir sur Terre lui aussi. C'est normal. Et je pense que pour la moyenne des choses, parce que Kirk, l'année passée, ça n'a pas été facile. Hein? Pas été une année facile. Non. Même l'année précédente. Ça n'a pas été une année facile pour les Jays. Non. L'année passée, 74 victoires, un paquet de problèmes. Les gars frappaient pas. On dirait que le Jello pognait pas. Il y a des joueurs qui étaient mécontents de leur sort. Mais là, on dirait que, comme tu dis, il y a plein de joueurs là-dedans cette année qui ont des choses à prouver. Ouais. Et lorsque le joueur revient de la liste des blessés, il se dit, je suis pas dans des pantoufles confortables puisque le gars qui m'a remplacé, il frappe comme un dieu. Là. Tu sais, je prends comme exemple Andrés Jiménez. Il était confortable, il n'y a pas vraiment de compétition. Depuis qu'il est de retour au jeu, commence à frapper. Lui aussi, il regarde en arrière de lui. Il y a du monde dans le rétroviseur, là, Andrés. Là. Ben oui, écoute, le premier match, là, lorsqu'il est revenu au jeu, ça a été extrêmement difficile pour lui. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Andrés Jiménez? Là, présentement, comme j'ai dit, c'est un peu le système d'alternance. Tu sais, Schneider a le beau jeu parce qu'il dit, garde, je donne une journée de repos à tout le monde. Je les mets comme frappeur de choix ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il faut que tu y ailles avec le joueur qui est le plus hot. Moi, je continue de dire que Jiménez, c'est le odd man out. Excusez l'expression, là, mais si j'avais à combler une transaction, puis je devais donner un joueur de position, c'est lui que je donnerais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va vouloir Jiménez à une moyenne de 15 millions de salaire pour les 5 prochaines années et demie. Mais regarde, on ne va pas s'apitoyer sur ce qu'il y a de négatif parce que pour le reste, ça va très bien. Mais là, les Jays, 8 matchs en haut de 500, ça va bien. Moi, tu sais, je suis un éternel chialeux dans la vie. Vladimir Guerrero, encore une fois, pas une grosse semaine au bureau, là. Mais un de mes amis qui s'appelle Fergie me disait « Calme-toi, mon ami. Vladimir inspire ses coéquipiers avec son jeu en défensive, ses courses sur les buts. On a vu Vladimir voler des buts et également son body language beaucoup plus positif pour Vlad, malgré qu'il frappe, encore une fois, des balles d'aplomb, mais elles sont captées. Donc Vladimir, mais j'ai hâte qu'il commence à frapper, là. Il n'a pas frappé de coup de circuit. Je pense qu'il n'a pas frappé peut-être frappé un double cette semaine, dans cette séquence-là. Non, t'as raison. Écoute, on en demande plus de Vladimir. On veut avoir des coups de circuit. S'il veut finir l'année comme l'année passée avec trentaine de coups de circuit, une moyenne de 300, ben il va falloir qu'il relève son jeu d'un cran. Regarde, on va se fier à ce qu'on a vu l'année passée. Normalement, là, c'est à ce stade-ci de l'année qu'il a commencé à décoller. Il est très, très chanceux parce que le reste de l'équipe fait le travail présentement. Donc, ça paraît pas trop. Tu sais, il frappe 275, 280, coupe de coups sur ici, vole une coupe de but, produit une coupe de points. Rien d'extraordinaire. Il fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'est sûr que, écoute, si à un moment donné, Guerrero se réchauffe, puis je pense que ça va arriver bientôt, imagine de quoi va avoir l'air cette équipe-là. Parce que là, si tu as des gars derrière lui, dans le bas de l'alignement, qui sont prêts à faire des sacrifices comme ils font présentement pour se placer sur les sentiers, quand Guerrero va commencer à aligner les matchs où il va frapper la longue balle, ils vont en marquer des points. Je fais un lien avec la prochaine question. Stéphane Bédard. Les Jays ne peuvent briser le duo Straw et classé. Est-ce que Varsho pourrait être échangé contre un lanceur? L'argent qu'ils économisent sur Varsho pourrait servir à signer Beau Bichette. Écoute, au début, je me suis dit, non, Dalton Varsho, il est ici pour rester. Mais lorsqu'on y pense, le club gagne sans Dalton Varsho et Anthony Santander. Je veux dire, Santander, il n'est pas à échanger. Il n'y a personne qui va prendre ce contrat-là. Dalton Varsho, il a peut-être de la valeur. Malheureusement, il est souvent sur la liste des blessés. Et les Blue Jays cherchent peut-être un 4e partant. C'est une très bonne question de Stéphane Bédard. Si tu t'appelles Ross Atkins, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends le retour de Varsho et de Santander afin d'évaluer correctement cette équipe-là ou tu sais quoi? Tu as le vent dans les voiles, c'est temps d'aller chercher un 3e ou un 4e partant et tu sacrifies un voltigeur. Comment tu vois ça? Tu sais, cette transaction-là, on en a parlé un peu tout à l'heure de Moreno avec l'arrivée de Varsho.
ça a été une transaction qui a été faite par la direction qui est là présentement. Alors, pour eux, de laisser partir Varsho, ce serait un peu d'admettre que finalement, il n'a pas livré la marchandise comme on aurait espéré parce que tout ce qu'on entendait durant la bonne... Parce que Varsho, quand il est revenu, frappait des circuits et on entendait, c'est peut-être lui le prochain qui va signer une prolongation de contrat, c'est peut-être lui. C'est très rare qu'une équipe qui est dans une course aux séries, à la date limite, va donner un morceau comme Varsho. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que si tu veux aller chercher quelque chose qui a de l'allure, peut-être un partant qui peut t'aider au-delà de cette saison, il faut que tu donnes quelque chose. Alors, c'est pas impossible, c'est peu probable, mais tu sais, encore là, on a une belle séquence présentement avec des gars comme Classé, on a une belle séquence avec des gars comme Straw et tout ça, mais moi, je pense qu'un gars comme Varsho peut être utile à cette équipe-là aussi. Si tout le monde est en santé demain, là, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Anthony Santander et Dalton Varsho? Parce que là, il y a des joueurs contents, ils jouent à chaque jour, on le sait, les Classés, les Nathan Lukes, les Miles Straw, ils vont chercher des présences au bâton. Mais là, si, mettons, c'est les deux joueurs qui font beaucoup d'argent, Varsho et Santander, reviennent, je veux dire, ils cassaient pas vraiment grand-chose au bâton. Ils frappaient la longue balle de temps en temps du côté de Varsho, mais c'était une moyenne en bas de 200. Santander, grosse déception depuis le début de l'année. C'est pas vrai que si Santander, demain, est rétabli et revient, pas vrai qu'il frappe troisième, là. Moi, non. Sérieusement, c'est mon 8e frappeur. Ah ouais! Non, sérieusement, en arrière de l'autobus, il frappe pas de suite, mon Tony. Écoute, je suis d'accord avec toi que tu peux plus le remettre au troisième rang parce que présentement, tu as des joueurs qui ont prouvé qu'ils sont capables de faire le travail à ce niveau-là. Je veux dire, on va se le dire, là, le pourcentage de victoire, Gavino, des Blue Jays sans Santander, c'est en haut de 700. Okay? Oui. Non, c'est ça, là. Alors, je pense que Santander va reprendre sa place dès qu'il va être prêt à revenir au jeu, mais ce ne sera pas au troisième rang. Je pense qu'on peut l'insérer au champ gauche comme frappeur de choix, une fois de temps en temps, et donner une journée de congé. Mais il faut qu'il se replace. Je veux dire, si Santander revient dans ton alignement et tu le fais frapper 6e, par exemple, puis il fait le travail, all right, on est content, la vie est belle. Mais s'il ne fait pas le travail, je suis désolé, mais les Blue Jays, cette année, là, ils visent les séries éliminatoires, ils visent de gagner. Puis, tu sais, hier, j'écoutais nos amis de la radio torontoise et il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que John Schneider doit faire de plus pour prouver qu'il mérite une prolongation de contrat? Parce qu'il n'y a pas de contrat à la fin de l'année. Puis la réponse que les animateurs ont donnée, puis je trouvais que c'était la bonne, faut que tu gagnes au moins une série cette année. Faut que tu t'avances en séries éliminatoires pour que John Schneider obtienne une prolongation de contrat. Et ça veut dire que l'épée Damoclès là, est sur sa tête. C'est à lui de prendre les décisions en conséquence pour faire gagner son équipe. Puis l'auditeur a raison. C'est vrai. Présentement, ça fonctionne. Les lanceurs partants. José Berrios, on est rendu pratiquement à la Saint-Jean. Là. 2 victoires depuis le début de l'année. Combien de fois la relève a scrappé des avances? Là, I have two concerns, comme on dit. Le rôle de pompier, Jeff Hoffman, oui, il sauve des matchs, mais c'est vraiment rendu excitant, donne des circuits de 3 points et s'en sort. Yariel Rodriguez, il a très bien paru cette semaine. Son premier match protégé dans sa carrière dans les majeurs. Il lance à 99 000 à l'heure, Philo. Oui. Yemi Garcia, éventuellement, va revenir. Peut-être qu'on va remanier, notamment, l'enclos de relève et les rôles. Du côté de la relève, il y a des joueurs qui ont très bien fait. Braden Fisher a très bien fait en longue relève. Spencer Turnbull a très bien fait. Et Brandon Little, Colin, heureusement que je prends des pilules de pression, je suis plus capable. Sérieusement, même s'il retire des joueurs, c'est toujours une aventure de 32, 33, 34 lancés, des lancés au sol. Je te dis, moi, si j'étais un frappeur contre Brandon Little, je m'élance pas. Il lance aucune balle dans la zone des brises et il va quand même chercher des retraits en 30 secondes, Philo. Écoute, c'est sûr que il nous donne des boutons parce qu'on le regarde aller, puis comme tu dis, il travaille les coins de la zone des prises et tout ça. Et chaque apparition au bâton est extrêmement longue. C'est très rare qu'il va chercher un retrait sur un tir, par exemple. Mais écoute, je pense qu'en général, la relève se tient. C'est sûr, Yariel, cette semaine, a donné un circuit. Regarde, ça allait arriver à un moment donné. Hoffman aussi, c'est souvent une aventure. Je pense que quand Jimmy va revenir, ça va vraiment beaucoup aider l'enclos de relève. Mais là, écoute, c'est sûr que on attend de voir ce qui se passe avec Scherzer, parce que ça va répondre à bien des questions. Là. Max Scherzer, il est supposé lancer contre les Columbus Clippers le 13 juin prochain, donc cette semaine. Il a gagné le Cy Young à plusieurs reprises.
Imagine si Scherzer revenait en santé, t'es capable de nous donner 15 à 20 départs d'ici la fin de l'année. The shot in the arm que ça donnerait comme boost pour la fin de la saison, ça serait tout simplement débile. Là. Mais est-ce qu'il va être capable de être en santé, notre ami Max Scherzer? Ça, c'est un fantasme. Selon moi, non. Mais écoute, on n'a pas le choix, là, présentement, avant de procéder à une transaction importante, de voir qu'est-ce que Scherzer a dans le bras. Écoute, dans un monde idéal, Scherzer revient après un deuxième départ à Buffalo parce qu'il est supposé en faire 2. Si ça va bien, il est de retour. Mais encore là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lance 7-8 manches. Là. Probablement qu'au début, il va pouvoir t'en donner 3, 4, on verra. Mais dans un monde idéal, tu renverrais Bowden Francis à Buffalo parce qu'il doit travailler sur certaines choses. Mais moi, je pense que les Blue Jays se donnent jusqu'au 1er juillet, au maximum match des étoiles pour prendre une décision. Parce que si Scherzer n'est pas en mesure de revenir ou si Lauer flanche puis on est obligé de continuer à utiliser Francis, ça va prendre un autre lutteur partant. On ne peut pas attendre que Manoah revienne au mois d'août puis qu'on se croise les doigts parce que là, vraiment, tu peux hypothéquer tes chances de faire les séries éliminatoires. Donc, ce qui va arriver avec Scherzer dans les 10 prochains jours, ça va être super important. Normalement, Gavino, là, dans 10 jours, Scherzer est de retour avec les Blue Jays. Les Blue Jays qui gagnent, mais ne gagnent pas beaucoup de terrain dans la division Ouest. Les Yankees aussi jouent du beau baseball. Les Blue Jays qui se retrouvent quand même à 4 matchs de la première place. Selon toi, là, si tu avais une boule de cristal, est-ce qu'on va chauffer les Yankees d'ici 2-3 semaines ou bien on va toujours rester dans cette fenêtre-là de meilleur deuxième puis on est juste content d'être là dans cette fenêtre-là? Ben, écoute, s'ils sont capables de le faire, tant mieux. Je pense qu'ils sont à 3 matchs et demi présentement. S'ils continuent de jouer comme ils jouent présentement, oui, on pourrait avoir une course au championnat dans la conférence de l'Est de l'Américaine avec les Yankees. Je pense que les Blue Jays sont une petite coche en dessous des Yankees. Ça, c'est clair, net et précis. Mais écoute, j'ai très hâte de voir. J'ai très hâte de voir. Ils sont là. Ils peuvent compétitionner. Il va y avoir des séries contre les Yankees qui s'en viennent très bientôt. Ça va être super intéressant à regarder. Il y a un lanceur qui je commence à être un peu inquiet, là, Chad Green. Il m'a pas vraiment convaincu dans ses 2-3 dernières sorties. Non. Même chose pour Eric Swanson, revient de la liste des blessés. J'ai pas vu beaucoup d'amélioration dans leurs 2 cas là, en 30 secondes, Philo. C'est des gars qui faisaient partie du fameux, entre guillemets, Circle of Trust, là, qui avait la confiance du gérant John Schneider. Mais à un certain moment donné, Gavino, il faut que tu y ailles avec les gars qui font la job. Et ça se peut que ce soit des gars qui éventuellement se retrouvent sous d'autres cieux. 3 matchs contre les Phillies en fin de semaine. Tu surveilles quoi? Ben, surtout la présence de Bowden Francis dans le match de samedi. Je vais voir comment il va s'en sortir. C'est probablement sa dernière chance de se faire valoir, sans quoi on va être obligé de procéder à des changements. Écoute, les Blue Jays sont à plus 4 au niveau du différentiel. Oui, on est à plus 4. Il était à plus 1 il y a une semaine. Il y a 6-1 ou 5-1. Oui. 3 points de plus au différentiel. Le printemps est arrivé. Merci tout le monde et à la semaine prochaine pour un autre podcast des Blue Jays. Bye bye.